FNAF ou entièrement Five Nights at Freddy's est une série de jeux vidéo du type Survival Horror, sorry for my English, où les personnages principaux sont des animatroniques. Il y a eu également des dérivés de ce jeu vidéo, dont un film qui est sorti très récemment en novembre dernier. Et notre affaire du jour, parce que je pense que vous devez nous demander, mais pourquoi nous parle d'un film? Normalement, on a fait des affaires criminelles et tout, c'est quoi le rapport? Et bien justement, c'est parce que notre affaire du jour a des similarités avec ce jeu. Certains parlent même que ce jeu se serait inspiré de cette histoire vraie, mais d'après mes recherches, ce n'est pas le cas. Comme l'affaire du clown tueur John Wayne Gacy qui aurait inspiré Stephen King pour écrire le roman Ça, dont je vous ai parlé le 7 octobre dernier. Je vous mets le petit si vous ne l'avez pas vu. Notre histoire se passe en 1993 dans un restaurant du nom de Chuck E. Cheese, dans lequel 4 personnes vont malheureusement perdre la vie sous les tirs d'un homme âgé de 19 ans. Une seule victime survivra. Pourquoi cet homme a décidé de prendre pour cible ce restaurant, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Hello, moi c'est Marion CTD et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux affaires criminelles. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je suis désolée, en fait je suis tombée malade pendant plus de 2 semaines, 2-3 semaines même, et du coup j'avais pas trop la force d'écrire, de machin et tout, puis j'étais concentrée sur mes autres réseaux, enfin bref. La vidéo du jour m'a été proposée par l'un ou l'une d'entre vous qui a commenté sous ma vidéo qui traitait de l'affaire de Elisabeth Fritzl qui a été enfermée par son père durant 24 ans dans la cave familiale. Tu pourras faire la vraie histoire de Five Nights at Freddy. Donc je me suis dit qu'après la sortie récente de l'adaptation du jeu en film, c'était une bonne idée de traiter cette affaire. Alors montez le volume et rendez-vous le jour du meurtre. Le 14 décembre 1993, il est aux environs de 21h, un client de 19 ans rentre dans le restaurant Chuck E. Cheese à Aurora, dans le Colorado, aux États-Unis. C'est un restaurant familial qui sert en majorité des pizzas, mais également d'autres types de nourriture. À l'intérieur, on peut également retrouver des jeux d'arcade ainsi que des robots animatroniques. D'ailleurs, ce restaurant est nommé ainsi car sa mascotte principale s'appelle Chuck E. Cheese et c'est une souris anthropomorphe donc qui a l'apparence d'un être humain qui chante et qui interagit avec les clients et amuse beaucoup les enfants. Déjà là, pour ceux qui connaissent FNAF, vous commencez à voir un peu certaines similarités. Et pour la petite info, il y a déjà eu un Chuck E. Cheese en avril 84 à Créteil, donc en France, mais il a fermé en 86. Ce jeune homme se rend au comptoir et commande un sandwich au jambon fromage et en parallèle, il joue également à un jeu vidéo appelé Hogan's Alley, se trouvant dans le restaurant. Puis vers 21h50, il se rend aux toilettes où il y restera pendant 15 minutes. Non, il faisait pas popo. Il est maintenant 22h05, le restaurant a fermé ses portes et c'est à ce moment-là que le jeune garçon du nom de Nathan Dunlap sort enfin des toilettes. Il se rend de nouveau dans la salle de restaurant tenant un pistolet semi-automatique de calibre 25 à la main. La première employée qui recevra un tir est Sylvia Crowell, âgée seulement de 19 ans. Cette dernière était en train de nettoyer le bar à salade. Sylvia sera touchée à bout portant à l'oreille droite. Le suivant a été Ben Grant, un adolescent de 17 ans qui sera touché près de l'œil gauche alors qu'il était en train de passer l'aspirateur. La troisième employée s'appelait Colleen O'Connor, âgée elle aussi de 17 ans, qui s'est mise à genoux devant Dunlap, le suppliant de l'épargner et lui disant qu'elle ne dirait rien à personne de ce qu'elle avait vu, mais ce dernier n'a eu aucun scrupule à lui tirer dans le haut de la tête. Il y a eu également Bobby Stephen, 20 ans, qui sera le seul à survivre de ce massacre, même s'il a été grièvement blessé. Car lors de la fusillade, il était en train de retourner dans le restaurant après avoir fait une pause clope lorsqu'il a entendu le coup de feu qui a touché Sylvia Crowell. Mais à ce moment-là, il pensait que c'était quelqu'un qui avait fait tomber quelque chose au sol. Ensuite, il a entendu les 2 autres coups de feu suivants, donc ceux qui ont touché Ben Grant et Colleen O'Connor, mais il ne pensait pas encore à des coups de feu, mais au fait que c'était peut-être des enfants à l'extérieur du restaurant qui faisaient éclater des ballons. En même temps, je pense qu'on peut le comprendre, on est tous pareils, ça n'arrive qu'aux autres ce genre de choses, donc en gros dès que t'entends un bruit assourdissant comme des tirs justement, tu penses à quelque chose de plus courant comme bah ouais, quelque chose est tombé au sol, ou genre c'est bien des gamins qui ont fait éclater des ballons, mais pas à quelqu'un qui est en train de tuer des gens en leur tirant dessus.
Bobby était en train de ranger des ustensiles dans le lave-vaisselle lorsque Dunlap est entré dans la cuisine. Stephen s'est donc retourné en entendant le bruit de la porte qui s'ouvre. Dunlap a levé son arme et lui a tiré sur la mâchoire à bout portant. Bobby est alors tombé au sol et s'attendait à ce que le tireur lui tire une nouvelle fois dessus pour l'achever. Alors il a fait semblant d'être décédé et resté le plus immobile possible. Et ça a fonctionné car Dunlap a quitté la pièce. Bobby s'est ensuite levé et a couru hors de la cuisine. Dunlap s'est ensuite rendu dans le bureau où était la directrice Marge Kohlberg, 50 ans, qui sera forcée par l'auteur des faits à ouvrir le coffre-fort. Une fois le coffre ouvert, il lui a tiré dans l'oreille, et ayant le doute qu'elle ne soit peut-être pas décédée, il tira dans l'autre oreille. Après ce dernier meurtre, Bobby réussit à rejoindre une porte arrière du restaurant et réussit à s'enfuir. À l'extérieur, grièvement blessé, il a vu une lumière. Alors, pas celle que vous imaginez avec le tunnel, etc., pas du tout. Il a vu une lumière qui provenait d'une terrasse. Il a alors couru aussi vite qu'il pouvait pour aller vers celle-ci. Il frappa à la première porte voisine. Quelqu'un lui a ouvert et il a dit à cette personne en panique que quelqu'un avait tiré sur lui et plein d'autres employés du restaurant Chuck E. Cheese. L'habitant appellera le 911. Avoid emergency 911. Listen, I have a man who's been shot in my house right here. He came from Chuck E. Cheese. He claims there's been a lot of people shot there. Put another call in for Chuck E. Cheese. Okay, we have officers and paramedics around. Après cet appel, Bobby sera directement emmené à l'hôpital de Denver et pendant ce temps, le tireur a fui la scène de crime avec 1591 $ qu'il avait pris dans le coffre-fort avec des jetons de jeux d'arcade du restaurant. La police arrivera sur les lieux. Elle tombera sur 2 corps dans le couloir du restaurant, puis un 3e à proximité du couloir et un 4e dans le bureau de la directrice. Colleen O'Connor respirait encore et elle a été immédiatement emmenée à l'hôpital de Denver, mais une fois rendue à l'hôpital, les médecins l'ont déclarée en mort cérébrale. Et concernant Sylvia Crowell, elle a elle aussi été emmenée à l'hôpital, mais à peine arrivée, les médecins ont dit qu'elle n'avait aucune chance de survivre et elle décédera. Lorsque les policiers sont ressortis, ils ont croisé un homme qui leur a dit qu'il connaissait la personne qui avait commis cet acte, qu'il s'appelle Nathan Dunlap et qu'il est un ancien employé de ce restaurant et leur a rapporté qu'il s'était vanté de revenir au restaurant pour tuer son manager. Bon, fun fact, entre guillemets, son manager n'était même pas présent lors de cette tuerie. Nous allons maintenant essayer d'apprendre un peu à connaître Nathan Dunlap. Nathan Gérard Dunlap est né le 8 avril 1974 sous le nom de Nathan Gérard Rochelle, j'habite à La Rochelle, à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis. Il a une sœur également du nom de Adinea. Leur mère, Carole, était une femme qui souffrait malheureusement de bipolarité et de schizophrénie et elle avait l'habitude de réprimander ses enfants, de les réveiller dans la nuit et également de se promener nue dans la maison. Elle avait un comportement également hypersexuel et maltraitait ses enfants. Leur grand-père et leur oncle, donc le père et le frère de Carole, étaient également bipolaires. Lorsque Carole allait à l'hôpital, c'était leur père Jerry qui les gardait, mais ce dernier avait tendance à abuser et à intimider Nathan très jeune en le saisissant par le col et en le frappant. Il avait malheureusement abusé sexuellement sa fille Adinea de ses 9 ans à ses 14 ans. Lorsque Dunlap était encore en bas âge, il a déménagé à Memphis dans le Michigan, ensuite dans le Tennessee, puis a fini par s'installer au Colorado quand il avait 10 ans en 84. Lorsqu'il était au collège, il a tenté à 2 reprises de mettre fin à ses jours et suite à ces 2 tentatives, son père l'a emmené chez un psychologue à l'Overland High School, situé à Aurora, au Colorado, lorsqu'il avait 14 ans. Il a passé de nombreux tests et il a été trouvé que Dunlap montrait plusieurs signes d'hypomanie, qui est un trouble mental et comportemental, plus précisément un trouble de l'humeur. La personne qui en souffre peut avoir des épisodes d'euphorie comme des épisodes d'irritabilité. Ce trouble fait partie du spectre de la bipolarité. Dunlap n'a eu aucun diagnostic formel et donc il n'a reçu aucun traitement. Un an plus tard, lorsqu'il avait 15 ans, il a commis plusieurs vols à main armée. Au début, il utilisait un club de golf comme arme, mais a ensuite obtenu un permis de port d'armes et troquera son club de golf pour une arme pour ses prochains vols. Tout ça l'a conduit à passer du temps dans un centre de détention pour mineurs où il aura plusieurs épisodes erratiques, donc instables, qui l'a amené à se faire emmener dans un hôpital psychiatrique. Une fois libéré, Dunlap a commencé à vendre de la drogue et il se fera arrêter 5 fois en 93.
Et c'est au mois de mai de la même année qu'il commencera à travailler au restaurant Chuck E. Cheese's à Aurora dans le Colorado en tant que cuisinier, mais a été licencié 2 mois après car il avait été en désaccord avec son manager au sujet d'heures supplémentaires mais également de comportements problématiques. Plusieurs connaissances de Dunlap ont expliqué que celui-ci avait vraiment été en colère suite à ce licenciement qu'il estimait comme injuste et qu'il avait l'intention de se venger en volant le restaurant et en tuant tout le monde là-bas. Donc ça c'est ses mots. Et c'est au moment où Dunlap était en train de jouer au basket avec des amis le matin des faits qu'il a pris la décision d'aller au restaurant pour commettre le crime que vous connaissez. Après avoir commis ces crimes, Dunlap a quitté le restaurant et a rendu visite à 2 amis à qui il ne s'est pas retenu de dire ce qu'il venait de faire en disant « Je l'ai fait, Chuck E. Cheese ». Et ses amis l'ont même aidé à compter l'argent que Dunlap avait volé, dont 1591 $, et Dunlap leur a ensuite demandé de lui donner un alibi. Dunlap s'est ensuite rendu chez sa petite amie du nom de Tracy Leishman, 16 ans, chez laquelle il recevra un appel de sa mère Carol, alors qu'il était en train de faire grincer le lit. Mais ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est que lorsque les policiers se sont rendus au restaurant, il y avait également une foule qui observait la scène avec également les proches des victimes, malheureusement. Mais dans cette foule se trouvait également sa mère. Les policiers ont alors commencé à parler avec elle. Bien évidemment, elle ne pensait pas que son fils pouvait être capable de ce genre de choses, mais si ça s'avérait vrai, alors les policiers devraient discuter avec lui. Sa mère l'a donc appelé et lui a demandé de rentrer à la maison pour discuter avec des policiers qui avaient quelques questions à lui poser. Après avoir raccroché, Dunlap a appelé un de ses amis pour lui demander si le peroxyde d'hydrogène éliminait les résidus de poudre qu'il pouvait y avoir sur les mains après avoir tiré un coup de feu et son ami lui a confirmé. Il s'est alors rendu dans la salle de bain pour se laver les mains avec du peroxyde d'hydrogène, donc qui est en fait de l'eau oxygénée, puis a pris une douche. Il est ensuite allé à la rencontre des policiers qui se trouvaient au domicile de sa mère avec qui il vivait et auprès de qui il a affirmé avoir quitté le domicile aux alentours de 21h10, 21h20 pour se rendre au restaurant Chuck E. Cheese car il avait faim et avait donc commandé un sandwich là-bas. Ils ont ensuite interrogé sa petite amie qui, quant à elle, avait des choses à dire. Elle a admis que Dunlap était arrivé chez elle avec une arme et beaucoup d'argent et lui avait demandé de l'aider à éliminer les preuves. Après les dires de la jeune femme, Dunlap sera interpellé seulement 12 heures après la tuerie. Le procès de Nathan Gérard Dunlap a débuté en 1996, mais avant celui-ci, en 1994, ses avocats ont proposé un accord de plaidoyer auprès du bureau du procureur, stipulant que Dunlap plaiderait coupable des 4 chefs d'accusation, donc c'est-à-dire meurtre au premier degré, tentative de meurtre au premier degré, donc en référence à Bobby Stephen qui a survécu, vol et cambriolage, s'il n'était pas condamné à mort, mais s'il était emprisonné à perpétuité. Mais cette offre a été rejetée. Lors de son procès, les avocats n'ont appelé presque aucun témoin à témoigner à la barre et n'ont pas vraiment défendu Dunlap. Après seulement 3h30 de délibération, le jury a rendu son verdict. Nathan Gérard Dunlap est coupable de meurtre au premier degré. Maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer si Dunlap est condamné à mort ou emprisonné à perpétuité. Pour qu'il soit condamné à mort, il faut que l'unanimité des jurés soit d'accord pour cette condamnation. Si l'un d'entre eux est contre, alors Dunlap sera condamné à la prison à perpétuité. Mais des questions sur son état mental se sont posées, car s'il n'est pas stable mentalement, il ne pourra pas être apte à être jugé et recevoir sa peine. Lors du procès, Dunlap avait des sautes d'humeur violentes, il montrait des signes de dépression qu'avaient remarqué des psychologues. Sa sœur Adinea Dunlap Ashlock, qui était allée voir son frère en prison, avait remarqué qu'il divaguait, qu'il avait des yeux comme vitreux, et ses yeux lui ont fait penser à ceux de leur mère lorsqu'elle est dans un épisode maniaque. Dans la bipolarité, il y a 2 phases, la phase maniaque et la phase dépressive. Anciennement, on disait maniaco-dépressif. Durant la phase maniaque, la personne bipolaire a tendance à être très agitée, à se sentir comme invincible, irritée, en colère, etc. Si des personnes sont atteintes de ce trouble de la bipolarité ou connaissent ce trouble, vous pouvez donner une meilleure définition dans les commentaires que celle que je viens de vous donner si vous voulez. Dunlap a dû être mis sous surveillance anti-suicide.
Il a ensuite été envoyé à Pueblo, dans le Colorado, pour passer des tests psychologiques et ils en ont conclu que Dunlap faisait semblant d'être malade ou du moins amplifier ses symptômes. Il faut savoir que les psychologues n'ont pas eu un accès complet au dossier de Dunlap sur ses antécédents médicaux ou familiaux et donc ils ont estimé qu'il était apte à être jugé. Le 17 mai 1996, Nathan Gerard Dunlap a été condamné à mort. Bob Crowell, le père de Sylvia Crowell, la première victime de Dunlap, a dit « Le fait que la peine de mort ait été ordonnée, c'était juste. C'était la chose à faire. En ce qui concerne la vie en prison, Nathan Dunlap ne le mérite pas. Il mérite de mourir. » Update, il faudra attendre 2006 pour que les médecins de la prison ont diagnostiqué Dunlap comme bipolaire. Après cette annonce, sa sœur pense que c'est sûrement la raison pour laquelle son frère a fait ce qu'il a fait. Depuis que Dunlap a été incarcéré, ses avocats ont continué sans cesse de faire appel jusqu'en 2012, mais tous ces appels ont été rejetés. La date d'exécution de Dunlap a été prévue pour août 2013, mais Dunlap attendait une dernière chose pour sauver sa vie, et le 22 mai 2013, il a demandé la clémence au gouverneur John Hickenlooper dans une lettre où il était écrit que sa condamnation devait être transformée en prison à vie car ses problèmes de santé n'ont jamais été pris en compte au procès, que la peine de mort au Colorado était rarement utilisée, etc., etc. Et cette lettre était accompagnée d'une vidéo. I regret what I did. I regret what I did to the victim families. I can't realize it, bipolar is playing a very big role in what I was doing. Le gouverneur est venu ensuite à la rencontre des familles des victimes et la plupart d'entre elles étaient catégoriques sur le fait que Dunlap méritait la peine de mort. Le gouverneur a pris la décision de reporter temporairement l'exécution, plus précisément que tant que John Hickenlooper est gouverneur, Nathan Gerard Dunlap ne sera pas exécuté. C'est également grâce à son trouble bipolaire qui a joué un rôle dans la décision du gouverneur, mais aussi dû à ses doutes sur la justesse de la peine de mort au Colorado. Mais le 6 novembre 2018, un nouveau gouverneur a été élu. Jared Polis, qui souhaitait signer un projet de loi pour abroger la peine de mort au Colorado. Et c'est le 23 mars 2020 qu'il signera cette loi qui prendra effet le 1er juillet suivant. Mais il faut savoir que la signature de cette loi n'affecte pas la condamnation de Dunlap et de 2 autres personnes qui attendaient également dans le couloir de la mort. Seulement, le nouveau gouverneur, pour leur éviter la peine de mort, a décidé de les commuer, donc d'atténuer leur peine. Et donc les 3 prisonniers se retrouvent avec une peine modifiée en peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Maintenant on va parler de la petite amie de Dunlap, Tracy Lichman, qui pour rappel l'avait aidé à se débarrasser des preuves. Elle a été accusée de complicité de crime. Au moment des faits, elle n'avait que 16 ans et sera jugée à l'âge adulte, donc à 18 ans. Elle risquait jusqu'à 6 ans de prison et durant son procès, elle continuait de protéger Dunlap par amour, mais c'est quand même excusé auprès des familles des victimes, une excuse d'ailleurs qu'elle considérera comme maladroite. Et lors de cette audience, l'un des parents d'une des victimes a défendu Tracy, car elle voyait en Tracy encore qu'une enfant. Qu'elle se souvenait qu'à son âge, elle aussi avait fait des erreurs et qu'elle aussi était tombée amoureuse et donc a compris l'amour que pouvait ressentir Tracy à 16 ans, que vous pouvez être aveuglé par cet amour et que votre jugement peut être biaisé. Tracy Lichman a été condamnée à 5 ans de prison, mais le juge a déclaré qu'elle pourrait sortir plus tôt si elle effectuait 90 jours dans un camp d'entraînement du département des services correctionnels. Tracy a donc effectué cet entraînement et sa peine a changé en 5 ans de probation. Maintenant, Tracy a refait sa vie et est devenue maman de 3 enfants. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, mettez un petit like parce que souvent on apprécie une vidéo mais on oublie le petit like, donc mettez-le. C'est surtout aussi que ça aide à mettre en avant la vidéo. Dites-moi aussi dans les commentaires si pour vous, vous pensez que Dunlap mérite plutôt la peine de prison à perpétuité ou il mérite plutôt d'être exécuté. Donc ça, ce sera votre avis, mais mettez-le dans les commentaires. Je vous mets à l'écran du coup mes autres réseaux sociaux qui sont également en description. Après en description c'est peut-être plus simple parce qu'il y a le lien direct pour y accéder. Et je vous mets à l'écran 2 autres vidéos si vous savez pas quoi regarder après celle-ci. Je vous préviendrai avec un compte à rebours en story Insta
quand la prochaine vidéo YouTube, donc Affaires criminelles, sortira la veille de sa sortie, parce qu'en fait, la régularité avec des jours de post précis peut être compliqué. Donc par exemple, si j'ai d'autres choses à côté, notamment mes transitions que je me mets à fond, plus l'ASMR, plus tout le tralala, plus aussi quand t'as plein d'imprévus, des rendez-vous, je ne sais quoi, ou autre, donc je posterai quand une vidéo est prête. Donc, et plus le vendredi toutes les 2 semaines. Donc en gros, par exemple, s'il y a une vidéo qui est prête 5 jours après que j'ai posté la précédente, bah je la posterai 5 jours après la précédente. Si la vidéo est prête 2 semaines après que j'ai posté la précédente, bah je la posterai 2 semaines après la précédente. Enfin, je pense que vous avez compris. Je veux vraiment, en fait, pas sortir une vidéo, en fait, où le montage, il est bâclé, etc. Je veux vraiment que ma vidéo soit bien et qu'elle soit bien montée et tout, que ce soit pas bâclé, ce soit agréable à regarder, etc. Regardez souvent mes stories Insta, etc. Mais au pire, activez directement la notif sur YouTube, comme ça au moins vous êtes sûr de pas la louper, tu vois, si vous avez pas Insta ou je ne sais quoi. Enfin bref, ça fait trop de promotion de tous les réseaux sociaux. Bref, moi je vous dis... Ah non, j'ai pas fait TikTok. Bref, moi je vous dis ciao, pardon, et à une prochaine vidéo. Mouah.